Vous avez vu derrière moi, eh bien c'est, d'après vous, est-ce que c'est la Seine? Non, les rendez-vous de Paris, une fois encore, c'est délocalisé. Nous sommes à Bordeaux pour les fameux JNDA, les Journées nationales des diasporas africaines. Je vous propose d'ailleurs d'aller faire un saut directement à la mairie où Monsieur le maire nous attend. Vous allez voir que les entrepreneurs ont plein de choses à dire. Qui est là aussi. Le nouveauté, Dolores d'être là, il fait notre bonjour. À votre droite. Bonjour monsieur. Ça va? Bonjour monsieur le maire. Vous avez étudié dans la marraine 2018. J'ai plusieurs raisons de me réjouir de vous accueillir ici. D'abord parce qu'il s'agit de diaspora. Et les diasporas, d'une certaine manière, à condition qu'elles ne soient pas renfermées sur elles-mêmes, peuvent constituer un lien précis entre les pays, entre les peuples. Elles peuvent faciliter la connaissance mutuelle, d'où naît la compréhension et le respect. Et Dieu sait si nous en avons besoin dans un monde de plus en plus tendu, où le mot de guerre, je pense que vous l'avez entendu, revient, hélas, sur les médias et dans les chancelleries. Ensuite, parce qu'il s'agit des diasporas africaines, je n'ai pas besoin ici d'insister longuement sur le lien particulier qui unit Bordeaux et l'Afrique à travers l'histoire. J'ai l'habitude de dire pour le pire et pour le meilleur, pour le comprendre. Mais enfin, ne ressassons pas le pire et tournons-nous vers le meilleur. Ces liens aujourd'hui sont multiples, ils sont personnels, humains, universitaires, économiques. Ils rapprochent aussi nos collectivités territoriales. La ville de Bordeaux entretient, vous le savez, avec plusieurs grandes villes africaines des relations extrêmement étroites. On va vous attraper quelques mots sur l'importance de JNDA. J'y attache une très grande importance. Je suis très heureux que ça se passe à Bordeaux. Vous savez que Bordeaux, comme cela a été rappelé par Mme Chungui, a un lien très ancien avec l'Afrique, pour le pire et pour le meilleur, mais aujourd'hui c'est le meilleur, bien sûr, des relations économiques, des relations universitaires, des relations entre nos collectivités territoriales. Bordeaux travaille avec plusieurs villes africaines, des relations humaines surtout. Et donc je crois que, comme cela a été dit, nous sommes particulièrement bien placés pour accueillir ces rencontres. Je l'ai dit, diaspora africaine, les diasporas peuvent constituer un lien entre les peuples et entre les nations. Et Dieu sait si nous avons besoin aujourd'hui d'endroits où l'on se parle, où l'on se comprend, où on se respecte les uns les autres. L'Afrique, j'ai dit l'importance que j'y attachais. La place de la femme, donc ce sont les journées de la femme au sein de ces journées des diasporas africaines. Et on le constate un petit peu partout, les sociétés dans lesquelles les femmes restent en sujétion, soit des sujétions traditionnelles, soit des sujétions nouvelles, ont moins de
dynamisme, moins d'énergie, moins de créativité, moins aussi de force de consensus que là où les femmes s'épanouissent. Donc pour moi c'est un combat très, très important. Et enfin l'éducation. J'ai dit un jour que c'était la mère de toutes les réformes. L'éducation, c'est la transmission du savoir, c'est aussi la formation du libre arbitre, de la liberté de jugement, de la liberté tout court, et je crois que c'est très important. Cela a été souligné pour les jeunes gens et pour les jeunes filles. Monsieur Fodessila, je voudrais aussi savoir la raison pour laquelle vous êtes présent ici à Bordeaux pour ces journées nationales de la diaspora africaine. D'abord, moi je suis présent pour remercier et féliciter tout ce travail qui est fait par tous nos petits histoires noires qu'il y a aujourd'hui en France. Et parmi, je veux dire, un des dignes représentants de la diaspora africaine en France, il y a Pierre de Gicam. Et je trouve qu'il fait un travail formidable. Il a réussi dans cette ville emblématique de Bordeaux, dont on connaît l'histoire, qui est extrêmement chargée dans ses relations avec le continent africain, notamment à travers la traite négrière. Il a réussi dans cette ville, avec l'aide de son maire, Alain Juppé, à poser pour la 6e année consécutive les rencontres des diasporas africaines. Et ce que je trouve extrêmement plaisant dans ces rencontres, c'est qu'il n'a pas trié les diasporas. Il n'y a pas les bons et les mauvais, il n'y a pas ceux d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest. Nous sortons là d'une conférence où des femmes de réussite, des femmes de talent sont en train de nous expliquer leur parcours. Là, à l'instant, on est en train d'écouter une femme qui venait d'Afrique de l'Est, à côté d'une Ivoirienne. Et là, hier soir aussi, nous avons eu la chance de rencontrer un groupe de jeunes entrepreneurs africains. Ils étaient représentatifs de tout le continent africain. Donc, et les thématiques qui sont abordées, effectivement, recouvrent bien les différentes questions qui peuvent se poser à la diaspora de leur vie quotidienne, à leurs engagements sur le plan sociétal, en passant par des réussites, mais aussi en posant la question sur les difficultés que nous pouvons rencontrer. Donc, je dirais qu'une partie de ce que nous avons pu engager dans nos histoires, dans nos luttes, dans nos combats, dans nos rêves, aujourd'hui trouve un débouché ici lorsque des femmes, des hommes issus des diasporas se réunissent et continuent à faire progresser les grandes idées humanistes que nous avons toujours défendues et puis au quotidien essayer de trouver des solutions. Et puis d'une génération à l'autre, je m'aperçois que ceux d'hier n'avaient comme seul, je dirais, visé que de fuir le continent africain. Et je vois qu'aujourd'hui, cette diaspora est demandeuse, au contraire, de retourner en Afrique, de faire valoir leur savoir. Et je vois à côté de ça aussi des jeunes qu'on a accueillis ici, grâce toujours à ces rencontres des diasporas africaines à Bordeaux, qui viennent d'Afrique. Et je sens qu'à l'avenir, c'est eux qui finiront par apporter aussi beaucoup à la diaspora et à notre vieux continent. Et je ne peux m'empêcher de partager avec vous cette citation de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nous pouvons nous féliciter des engagements pris lors du dernier partenariat mondial pour l'éducation tenu à Dakar début février, dont l'objectif est de garantir l'accès à l'éducation à 240 millions d'enfants, dont 50% de filles. Mais le défi est si grand qu'il requiert la mobilisation de tous, et de toutes en particulier, car ce sont les jeunes filles qui sont les grandes oubliées. Pour des raisons culturelles ou économiques. Or, comme dit l'adage, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Plus les filles seront nombreuses à prendre le chemin de l'école, plus nous garantirons à l'Afrique le développement qu'elle mérite. Plus que jamais, nous devons nous mobiliser pour impulser et accompagner ces changements. Est-ce qu'on peut connaître d'abord votre sentiment d'être une députée dans ce nouveau gouvernement et une députée qui soit en fait originaire d'Afrique? Est-ce que pour vous ça a une importance
capital de montrer qu'une part de l'Afrique est aussi présente en France et qu'elle a des voix, des décisions aussi sur ce qui se passe en France. Au départ, pour moi, lorsque j'ai été élue, j'étais juste une Française élue. Ainsi que je l'avais indiqué lorsque je suis intervenue à la table ronde. C'est lorsque j'ai été élue et que j'ai vu tous les messages partout d'Afrique, tous les pays d'Afrique, de banlieue en France, de gens de la diaspora en France, de me dire ça peut arriver, on a eu Léopold Sédar Senghor, mais ça peut arriver une femme qui vient d'un quartier noir députée, on peut y arriver, on est fiers. Et là je me suis dit que je suis élue, donc il faut aussi prendre ses responsabilités. Moi je n'ai jamais renié ma double culture, c'est une fierté. Nos parents nous ont élevés en nous apprenant le dialecte soninké, on a appris à faire du riz, les plats, donc voilà, mais ensuite Syrah, regarde toutes ces alertes, tous ces messages que tu reçois, il en va de ta responsabilité, toi qui aimes ce continent africain, d'essayer d'agir, parce que je me dis qu'on a une fenêtre des tirs, et si des gens comme moi maintenant maintenant que moi député, 6 mois député, je n'agis pas, je veux dire je ne sers à rien, si je peux dire, voilà. On va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que vous, en tant que femme afrodescendante, on vous a mis les bâtons dans les roues? Est-ce que vous voyez au quotidien une forme de racisme, ou c'est quelque chose que vous ne remarquez pas ou que vous ne voyez pas? Ah si, enfin je l'ai vu même avant l'entrée en politique, mais si on s'arrête à la politique, moi je sais très bien que lorsque j'ai fait campagne, j'ai des élus, et pas des élus Front National, des élus censés être républicains qui m'ont vu arriver et qui m'ont dit mais tu sors d'où? De toute façon tu es noir, tu ne seras jamais élu. Et j'ai aussi un maire ensuite lorsque j'ai été élu qui m'a traité de sale noir. Donc pour une certaine frange de la population, pour certains responsables politiques, et je me dis que ce sont quand même des responsables politiques qui se disent républicains, des gens comme moi, on a le droit d'être femme de ménage, on a le droit de faire certains métiers, on a le droit de peut-être être conseiller municipal, mais ensuite on n'a pas le droit d'avoir accès à plus haut. Et donc je leur dis oui, nous sommes tout à fait légitimes, nous sommes français, et il faut que la représentation nationale représente toutes les diversités. Alors toutes les diversités, et on va parler aussi du fait que vous êtes une femme. Est-ce que ça aussi, vous le ressentez au quotidien? Alors on a bien compris, femme d'origine africaine, femme afrodescendante, mais est-ce que femme tout simplement, c'est encore compliqué de faire de la politique en France? Je pense que ça doit être l'Assemblée nationale un peu moins compliqué qu'avant. Si je me rappelle de l'image de Cécile Duflot qui était venue avec sa robe à fleurs, là on n'a pas de choses comme ça. Enfin on est beaucoup de femmes et je pense qu'on ne se laisserait pas faire. Il y a un certain machisme, mais moi pour l'instant, après quelques mois, je peux dire que je vois pas trop de différence. Peut-être que, ça fait seulement quelques mois, donc je changerai peut-être d'avis, mais non, moi je me définis pas comme une femme, je me définis comme une députée de la nation. Voilà, une députée, c'est-à-dire que la partie professionnelle passe avant le côté féminin, le côté femme. Oui, tout à fait. Nous sommes députés, point. Il n'y a pas un type député homme, député femme. Je suis députée. Je vous remercie. Je vais vous laisser prendre votre avion parce que je vous sais particulièrement pressé, parce que vous avez bien sûr des choses qui vous attendent ailleurs, et notamment, j'imagine, au niveau politique aussi. Oui, mais pour moi c'est important. Tout cela, je le fais en plus de mes fonctions. Mais c'est important parce qu'on a une vraie responsabilité. Et moi je l'ai dit, des fois, je me suis aussi considérée comme une Française de seconde zone, parce que certains me disaient, bon tu viens d'où? Mais non mais je suis française. Mais non mais si tu viens d'où? Non mais je suis née à Rouen. Oui mais sinon tu viens d'où? Et tout en sachant que, avant d'être députée, j'étais quand même avocate, avec de beaux clients, avec une belle carrière. Donc si des gens comme moi se sentent parfois françaises de seconde zone, qu'en est-il des gens qui n'ont pas de travail ou des gens qui se sentent délaissés? C'est un souci. Donc vraiment, je suis vraiment fière d'être là. J'ai dit que j'étais arrivée fatiguée. Je repars avec beaucoup d'énergie positive et j'espère qu'on avancera tous ensemble, parce que la France aussi à y gagner, pardon. Je veux dire, l'Afrique, c'est important pour l'Afrique, mais c'est aussi important pour la France et on doit tous avancer ensemble. Et c'est vraiment un honneur, si je peux, à ma petite place, pouvoir y contribuer. Ce serait vraiment un honneur. Voilà.
Vous êtes un club ici à Bordeaux? Donc non, là c'est plus on va dire individuellement qu'on vient pour s'entraîner. Mais sinon moi oui, j'ai créé un club sur Bordeaux avec plein de jeunes qui s'entraînent et qui découvrent le freestyle football. Alors c'est du freestyle football, ça consiste en quoi en fait? C'est faire des figures hip-hop avec un ballon de foot, c'est ça? En gros c'est un petit peu ça, c'est mêler en fait la danse avec le football, faire des figures acrobatiques en utilisant toutes les parties du corps dans n'importe quelle position. Voilà, on voit effectivement que visiblement c'est accessible à tous. Il y a une fille parmi vous? Oui, c'est ça, donc c'est assez accessible, il n'y a pas besoin de faire du foot contrairement à ce qu'on peut penser. Donc voilà, c'est vraiment accessible à tout le monde, de n'importe quelle discipline, même si on ne fait pas de sport, et c'est ça qui est bien, on peut partager vraiment avec énormément de monde. Alors quand vous êtes en train de vous réunir ici, et vous dites que c'est individuel en fait, est-ce que vous faites partie d'un club, d'une association, ou est-ce que par exemple les Bordelais pourraient vous retrouver pour être finalement licenciés? Alors moi je suis actuellement pas en association mais auto-entrepreneur, donc j'ai ma propre boîte pour donner des cours donc, sur Bordeaux, des cours individuels, etc. Donc moi s'ils veulent me retrouver c'est Joe Freestyler sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Instagram. Et ensuite voilà, il suffit de me contacter et ensuite on peut se caler une date pour s'entraîner, pour faire découvrir la discipline. Bon je crois qu'il y en a un derrière la caméra qui va essayer de se caler un rendez-vous pour essayer le fameux freestyle, comment vous dites? C'est du freestyle football. Ah, je vais essayer. Hop, non bon c'est pas terrible, j'ai encore des cours à prendre. Il n'y a pas qu'Olivier Hinogo qui devra faire des cours, mais je pense que je viendrai aussi. Rokhaya, vous vous êtes déplacé ici pour les journées nationales des diasporas africaines. Quelle est votre implication en tant que femme africaine dans ce genre de journée par rapport à la diaspora, par rapport aux femmes? Eh bien, moi, c'est évidemment une thématique qui m'intéresse parce qu'elle me concerne en premier lieu. Donc, quand Pierre de Gaëtan m'a contacté, sachant que je l'avais déjà croisé à plusieurs reprises dans plusieurs événements, j'ai accepté avec plaisir. Je sais que c'est une initiative annuelle. J'avais pas pu venir lors des événements, enfin lors des éditions précédentes, mais je crois que la question des femmes, des diasporas afrodescendantes, c'est une question essentielle. Et de savoir qu'il y avait des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration ici, ça m'a évidemment motivée à venir. Alors, vous êtes une écrivaine, vous êtes une journaliste. Quel est votre regard sur les difficultés, on l'a vu ici, les difficultés de la diaspora, des femmes africaines, des femmes, on va dire noires, même si afrodescendantes, dans ce monde, dans ce milieu, en tant que journaliste et en tant que justement une femme qui avait des idées à déclarer. Qu'est-ce que vous ressentez comme difficulté au quotidien ? Ce que je ressens en tant que femme tout court, c'est qu'il est difficile d'énoncer des opinions sans être qualifiée d'agressive, d'hystérique, etc. Et en tant que femme noire, en tant que femme afrodescendante, on se rend compte que cette place-là de la femme qui a des opinions n'est pas occupée par beaucoup de femmes dans la sphère publique. Donc nous sommes nombreuses à avoir des opinions à défendre. Malheureusement, nous sommes beaucoup moins nombreuses à avoir la possibilité de les exprimer publiquement. Et c'est vrai que le retour de bâton peut être assez agressif parce que je crois que les femmes noires sont encore aujourd'hui enfermées dans le cliché d'une forme de lascivité, peut-être même de passivité, qui contrevient et qui contredit même l'idée de la femme qui peut défendre des idées, des opinions, y compris politiques. Alors, autre chose, parce qu'il y a un côté très nappy chez vous, un côté, voilà, vous le revendiquez. Qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes les femmes qui vous regardent et qui sont encore dans... On porte la perruque, on éclaircit sa peau. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les convaincre justement de garder ce côté naturel, cette beauté naturelle qu'ont les femmes nappies ? Alors ce que je veux dire en premier lieu, c'est qu'il y a de la place pour toutes les formes de beauté, toutes les physionomies, toutes les carnations, toutes les textures de cheveux, c'est important de le dire. C'est important que chaque femme choisisse
la manière dont elle veut, par exemple, porter ses cheveux de manière éclairée. Donc moi, je ne suis pas bêtement anti-défrisage ou anti-ça. Je pense que c'est important d'avoir des options, mais je pense que c'est important aussi de dire que les cheveux crépus, c'est une option aussi valide esthétiquement que les autres options. Donc de se dire qu'on ne doit pas se cacher simplement parce qu'on a peur de ne pas correspondre au canon dominant, qu'il y a énormément de femmes différentes qui sont très très belles, qui ont pu accomplir de grandes choses avec des carnations foncées, avec des cheveux crépus. Je pense à Angela Davis par exemple, je pense à Solange Knowles, la sœur de Beyoncé, qui a tout un discours autour du cheveu naturel, autour de la reconnexion avec son identité afrodescendante. Donc vraiment ce que je veux dire à ces femmes, même si je sais que c'est difficile, c'est qu'elles sont belles. En fait, on est toutes aussi belles les unes que les autres et que les options qu'on choisit sont toutes valides. Et que vraiment, il suffit de regarder l'histoire, il suffit de regarder la scène même artistique pour voir que les plastiques variés ont toute leur place et peuvent accéder à une place légitime. Donc même si c'est pas évident, même si on a des petites vexations au jour le jour, je pense qu'il faut regarder les femmes qui ont le courage de s'exposer comme elles sont, comme par exemple Christiane Taubira, et se dire que si elle est allée jusqu'au ministère de la Justice, il n'y a pas de raison qu'on ne parvienne pas à en faire de même ailleurs. Jules Armand Agnon-Bossou, vous êtes le coordinateur de CPA. Quelle est l'importance pour vous de ces journées nationales des diasporas africaines ? Au mois de novembre dernier, à Ouagadougou, le président Emmanuel Macron a fait le pari d'une transformation radicale de la relation entre le continent africain et la France. Et pour ce faire, il s'est d'abord adressé à la jeunesse. Et au sein de celle-ci, les diasporas sont une composante importante. Les journées organisées ici à Bordeaux, les JNDA, les Journées nationales des diasporas donc africaines, donc dans la lignée de cet événement fondateur donc à Ouagadougou, ont proposé d'inviter le CPA en mettant comme thème central la contribution de la jeunesse aux nouveaux partenariats au pluriel, qui sont en train de se mettre en place entre la France et le continent africain. Donc c'était tout à fait normal et indiqué que le Conseil présidentiel pour l'Afrique, dont j'assure la coordination des travaux, soit présent à Bordeaux. Je suis à Bordeaux avec deux autres de mes collègues, Yvonne Mbourou et Nomaza Ngankoupe. Alors, on dit, on répète, on ne cesse de répéter que l'Afrique est le continent de l'avenir et que l'Afrique est indispensable justement sur le développement mondial. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie vraiment des choses capitales à mettre en avant à l'heure actuelle? J'imagine que vous allez me dire oui, mais est-ce que l'Afrique en elle-même n'a pas forcément besoin de la France ni d'autres pays qui viennent de l'Occident? Il est vrai que le langage commun présente souvent le continent africain comme le continent d'avenir. Mais pour moi, l'Afrique est le continent du moment. Nous sommes à un moment de bascule où, avec un potentiel, des richesses considérables, qu'elles soient humaines, matérielles et autres, le continent africain a son destin en main. Les Africains ont le choix. La France n'est pas systématiquement attendue, mais comme le candidat Emmanuel Macron l'a dit pendant la campagne et comme il a commencé à le faire aussitôt élu, la transformation de la relation avec le continent africain qu'il appelle de ses voeux passe d'abord par un certain nombre d'actions prioritaires, au rang desquelles l'éducation, la formation et le financement de l'entrepreneuriat. Et les diasporas, que ce soit le volet éducation comme le pilier de l'entrepreneuriat, sont au cœur du dispositif. Elles ont un rôle important à jouer, un rôle en tant qu'acteur, ici et là-bas. Alors à ce propos, justement, on se rend compte et on voit à travers les rencontres que nous avons faites lors de ces JNDA que la diaspora n'est pas forcément figée à rester la diaspora ici en Europe, en France ou partout ailleurs dans le monde, mais qu'elle tente à revenir sur le continent africain. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant, que vous allez justement stimuler, faire que les jeunes de la diaspora viennent à nouveau s'investir sur le continent? Cette mobilité que vous constatez et que nous saluons de nos voeux, non seulement
elle est encouragée par Emmanuel Macron dans son discours donc à Ouagadougou. Un des premiers thèmes de ce discours, c'était les mobilités. Il faut fluidifier, faciliter la circulation des intelligences, des créateurs de richesses, mais ce, en toute intelligence et en toute responsabilité. Il est effectivement très heureux de constater aujourd'hui que de plus en plus d'acteurs de la diaspora, jeunes, moins jeunes, font le pari aussi de retourner sur le continent africain pour y entreprendre dans différents domaines. Mais pour que ce mouvement se développe et s'amplifie, il faut créer les conditions, il faut créer un cadre qui soit incitatif. Les visas de circulation qui permettent d'aller et de venir sont un des éléments de facilitation. Le climat des affaires, donc au plan local, que nous devons à notre place faire en sorte de faire progresser dans le bon sens, est aussi un autre élément de facilitation et d'encouragement de ce mouvement qui, encore une fois, nous saluons, que nous encourageons et que nous espérons bien se voir développer au fil des mois et des années. Alors il y a un autre sujet de préoccupation qui est très très important aussi, c'est le phénomène migratoire économique. Est-ce qu'il y a des outils concrets qui permettent de faire en sorte que les jeunes Africains qui passent la Méditerranée au péril de leur vie puissent rester sur le continent, dans leur pays, dans les villages? Ça passe par quels moyens? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces jeunes ne soient plus tentés de venir au risque de leur vie, ici en France ou partout ailleurs dans le monde? Vous posez là, Madame, une question très importante pour laquelle les leviers d'action sont nombreux. Il faut d'abord éduquer et informer. Formidable les réseaux sociaux. Tout ce qui s'y dit, parfois du bon, mais bien souvent pas du très bon. Donc les esprits, les mentalités de nos jeunes doivent aujourd'hui, sans procéder à je ne sais quel lavage de cerveau, ces esprits doivent être éclairés comme il se doit, en mettant en avant le fait que dans son propre pays, lorsque les conditions sont réunies, et à nous de travailler à ce que celles-ci le soient, il vaut mieux chercher à entreprendre localement que de prendre le risque d'une traversée périlleuse. Premièrement, donc l'éducation. Deuxièmement, il ne suffit pas de faire de la pédagogie en disant aux jeunes et aux moins jeunes, vous prenez des risques. Une fois que cet exercice préalable de pédagogie, d'explication des risques encourus est effectué, et il doit l'être systématiquement, c'est créer les conditions. Et ces conditions, pour être créées, dépendent non seulement des acteurs publics locaux, mais également des acteurs d'éveil que sont les sociétés civiles, la jeunesse, les femmes, pour ne citer que ces exemples. Donc c'est un travail qui à la fois doit concerner un travail non pas sur les esprits, mais un travail d'éducation, de pédagogie d'une part, un travail qui en première ligne doit mettre les acteurs publics, mais au-delà de ceux-ci, tous les acteurs, jeunesse, société civile, entreprises, pour que non seulement l'éveil collectif soit massif au niveau de cette jeunesse qui prend des risques inconsidérés, mais que concomitamment, les conditions pour elle de pouvoir se fixer soient réelles et effectives. Donc c'est un travail au long cours pour lequel, encore une fois, chacun d'entre nous a un rôle important à jouer. Il faut créer de la richesse localement, donner confiance aux jeunes et créer de la richesse localement. On fait une toute petite pause de respiration, alors on va dire plutôt commerciale. Je suis en train de remonter la fameuse rue Sainte-Catherine qui est l'une des plus fréquentées de Bordeaux et qui fait juste l'axe avec l'une des artères les plus chics aussi, c'est les allées de Tourny ou encore la rue Porte-Dijon. Allez, on continue ce rendez-vous particulier ici à Bordeaux. Bah oui, une fois n'est pas coutume, on retrouve les personnes qu'on a quittées tout à l'heure. On va se projeter dans l'avenir.
on peut imaginer à quel horizon on puisse voir ce flux migratoire inversé et ne plus voir les jeunes arriver en Europe, mais que ce soit justement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la diaspora qui vienne massivement, qui viennent à nouveau enrichir leurs pays respectifs. Est-ce que ça, on peut l'imaginer à un horizon tout à fait, on va dire, humain, que ce soit assez proche ? Bah, écoutez, moi j'aimerais bien relever ce défi avec vous et puis bien d'autres. C'est un objectif qu'avec beaucoup d'enthousiasme je porte et dont je rêve. Tenons-nous-en à quelques chiffres. Bon, aujourd'hui l'Afrique c'est 1,2 milliard d'habitants. La composante jeunes entre 16 et 25 ans doit avoisiner les 350 à 400 millions d'habitants. En 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé au monde, donc avec un habitant de la Terre sur 4 qui sera africain. La population du continent est estimée à cet horizon à 2,5 milliards. Donc avec une composante jeunesse, 16-25 ans, d'environ 900 millions d'habitants. Donc vous voyez bien le travail. Si on intègre ces chiffres-là et qu'on raisonne en rétroplanning, le travail, l'énorme travail, ou plutôt l'immensité du travail que nous devons faire pour, dès à présent, commencer à créer dans les domaines tels que l'agriculture, qui aujourd'hui ne tient pas pleinement son rôle sur le continent africain, alors qu'à cet horizon-là, il ne serait pas inconcevable que l'Afrique devienne le grenier du monde. Nous avons 60 à 70% de nos terres arables. Donc créons les conditions pour créer de la richesse, notamment dans le domaine agricole. L'éducation, nous en avons parlé. Et puis, pour que le flux s'inverse, cette inversion, elle a commencé, peut-être timidement, de manière sectorielle. Pour qu'il s'inverse massivement, mais il faut que la jeunesse africaine, elle croie en elle. Que les femmes africaines se voient dans des rôles beaucoup plus importants que ceux auxquels aujourd'hui elles sont confinées. Que les entrepreneurs africains aussi aient foi en leur talent. Hier soir, j'étais avec un panel de jeunes Africains dont les compétences balaient tout le spectre des savoirs qu'il nous faut aujourd'hui pour que cette transformation de nos richesses au plan local et ce nouveau regard qu'on doit porter sur le continent africain ne se résume pas qu'à des mots, mais que très rapidement, on puisse commencer à le traduire dans les faits. Donc moi, je suis relativement optimiste. Mais il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler, l'effort paye, ou finit toujours par payer, mais il y a quelques préalables. Voilà. De l'éducation, mais quand je dis l'éducation, ce n'est pas que l'enseignement supérieur, ce n'est pas que les doctorants. Il faut qu'on ait des plombiers, de bons électriciens, il faut que la filière agricole, enfin l'Afrique, à moyen terme, devienne une championne, puisqu'encore une fois, je reste persuadé que compte tenu du fait que nous possédons encore entre 65 et 70% de nos terres arables, nous avons vocation à nourrir tout ou partie du monde. Et puis c'est aussi du soft power. C'est-à-dire quand les gens sauront que ce sont les Africains qui contribuent à les alimenter, le regard va changer sur ce continent. Et les jeunes, les moins jeunes aussi, mais les jeunes et les femmes ont un rôle déterminant à jouer pour que ce que vous et moi nous appelons de nos voeux devienne dans un avenir raisonnable une réalité. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas l'absence d'infrastructures. Le vrai problème de l'Afrique, c'est l'accès aux soins. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures qui existent, mais les populations qui sont supposées accéder aux soins dans ces infrastructures n'ont pas les moyens d'y aller. Une consultation dans un hôpital de référence à Douala, par exemple, notamment l'hôpital général, qui va vous coûter 10 000 francs, pour quelqu'un qui a un niveau de revenu assez bas, ne peut pas débourser 10 000 francs pour une consultation et suivre pour pouvoir suivre un parcours de soins, un protocole de soins normal. Francs CFA, 10 000 francs CFA, effectivement. Et donc, aujourd'hui, la vraie problématique est celle de l'accès aux soins. La corruption, c'est un problème secondaire qui s'est ajouté à cette problématique d'accès aux soins. Pourquoi? Parce qu'une fois que le champ
le domaine d'intervention ou le champ d'accès à quelque chose est extrêmement réduit, il y a une certaine enchère et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. La corruption dans le domaine de la santé vient simplement du fait que les personnes n'ont pas accès aux soins de santé et donc, étant donné que le marché est restreint, il devient difficile d'y accéder et d'où la corruption dans certains centres de soins, effectivement. Alors, je vous interromps encore une fois de plus parce que j'aime bien ça. Là, vous parlez de soins à Douala, au Cameroun. Est-ce que ça fonctionne aussi sur les autres pays de la sous-région ou en grande partie en Afrique? Tout à fait. J'ai eu la chance, durant mon parcours professionnel, d'être passé dans 17 pays africains, notamment en Afrique subsaharienne. C'est le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Gabon. Tout récemment, il y a eu le développement de la Caisse nationale d'assurance maladie au Gabon qui a un peu relevé le niveau. Mais à part ces cas d'exception, la problématique est générale dans la plupart des pays africains, effectivement. Donc vous intervenez aussi sur l'ensemble des diasporas africaines et non pas seulement la camerounaise, on est bien d'accord? Tout à fait. Aujourd'hui, le projet porte sur 25 pays africains. Soutenu par de nombreux acteurs, notamment des professionnels d'assurance, que ce soit en Afrique, notamment le réseau Globus qui couvre 46 pays africains et qui nous permet de pouvoir proposer cette solution dans ces différents pays, mais aussi des organisations, des associations qui soutiennent l'entrepreneuriat en France, notamment l'incubateur, le grand accélérateur parisien Wilco, dont nous sommes lauréats, le réseau Entreprendre Yvelines, dont nous sommes également lauréats, et enfin le fonds Yvelines Active qui nous accompagne également pour pouvoir améliorer l'accès aux soins de santé des populations en Afrique. Ok, très bien. Donc ça veut dire que là, tous ceux qui voudront souscrire à vos capacités justement de prise en charge médicale passent directement par vos services, peu importe où ils soient situés, pas simplement dans les Yvelines, mais en France, mais ailleurs dans le monde, c'est ça? Ça fonctionne comme ça? Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons lancé la plateforme Diaspora Santé, c'est le nom, pour que les gens... Ouais, il a fait sa promo. Voilà, un peu de promo. Depuis le lancement au Cameroun, nous avons été surpris d'avoir des souscriptions qui viennent de l'Angleterre, de l'Allemagne, du Maroc. Ça fait 6 pays aujourd'hui qui ont sauté sur cette opportunité pour pouvoir protéger leur famille. Donc, essentiellement la France, à 50% aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui s'intéressent à leurs proches en Afrique et qui ont choisi, plutôt que de faire du transfert d'argent, qui est, je le rappelle, stressant, parce qu'on vous appelle à un moment où vous ne vous attendiez pas. Et deuxièmement, quand l'argent arrive, ça peut arriver toujours avec un décalage. Vous êtes un dimanche, vous envoyez de l'argent, il faut attendre le lundi. Si la personne est dans une situation d'urgence, c'est difficile de pouvoir le prendre en charge, sachant que certains hôpitaux, malheureusement aujourd'hui, exigent ces garanties pour pouvoir accéder, pour pouvoir démarrer les soins. Donc là, on parle vraiment de mensualisation, en fait, c'est ça, de prise en charge. On souscrit à cette assurance qui permet d'avoir l'accès aux soins tout au long de l'année, si besoin, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est un système avec mensualisation. Vous pouvez mensualiser les cotisations. Et l'avantage, c'est que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez accéder à cette plateforme. Et le paiement se fait par carte bleue, c'est du Visa, Mastercard. Et pour les bénéficiaires, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans les assurances, nous fonctionnons en tiers payant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avance de frais. Ce qui vous évite de rester toujours dans la contrainte de transfert d'argent. Donc il n'y a pas d'avance de frais, vous acquittez uniquement du ticket modérateur, c'est-à-dire s'il y a un excès ou si effectivement vous avez déplacé votre plafond de consommation. Et le prestataire de soins va refacturer l'intégralité à notre réseau de partenaires sur place en Afrique. Bon, Mama, je crois, avec tout ça, on aura bien compris.
il vaut mieux éviter de tomber malade dans tous les cas, mais au moins si on est malade, on sait qu'on peut passer par vos services. Tout à fait. Et puis l'assurance aussi, c'est de la prévention. Je se dis, si on est malade, on peut se soigner. Et si ce n'est pas le cas, sachez aussi que nous fonctionnons sur un modèle de solidarité africaine. En fin d'exercice, si nous n'avons pas consommé le pot destiné à l'accès aux soins, nous redistribuons systématiquement de 50%, ce qui est quelque chose qui se fait aujourd'hui en Afrique, notamment dans les associations culturelles. Pour effilocher justement ces tissus, ces étoffes? Alors, je ne peux pas vous dire les côtés techniques, puisque quand je suis dans les émotions, je ne maîtrise rien. Donc, ce n'est pas quelque chose où je peux faire une notice ou une procédure, ou un mode de fonctionnement. Non, pas du tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est les mêmes tissus que la première fois que j'ai touché. Ça a une particularité, déjà c'est du coton. Je ne peux pas effilocher n'importe quel tissu en coton. Dès l'âge de 5 ans, j'ai touché ces tissus à un côté doux, un côté rêche. Et j'ai continué toujours à utiliser le même tissu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand vous dites utiliser le même type de tissu, vous avez un stock de tissu ou vous vous arrangez pour retrouver la matière que vous touchiez quand vous avez 5 ans? Je m'arrange maintenant parce qu'à l'époque, dans mon propre pays, c'était des tissus importés. Donc, comme je suis dans un pays européen où c'est la source de la fabrication du même tissu, donc je sais où m'approvisionner. Par contre, je n'ai jamais changé la matière ou la texture du tissu. Ces tissus m'a adopté ou j'ai adopté les tissus. La question, je n'ai jamais su y répondre. Donc, les émotions qui me poussent à toucher cette matière-là, qui a une sensation assez particulière dans mon imaginaire pour arriver à effilocher et m'exprimer. J'ai envie aussi de savoir, quand vous parlez d'émotions, quand vous parlez de ces moments-là, est-ce que ça vient pour vous, chez vous, comme une bouffée, une envie, un désir, quelque chose qui vous pousse à effilocher, ou est-ce que vous vous mettez à votre table de travail en vous disant « tiens, maintenant je vais effilocher ». Est-ce que vous êtes dépendante de ce moment-là, ou alors c'est vous qui gérez complètement ce moment et ces instants de travail ? Eh bien non, pas du tout en fait. Ce que je vais dire, quand je suis envahie par les émotions, nous en avons tous des émotions. Il s'est fait que moi, les miennes, quand j'arrive pas à les évacuer d'une façon normale, j'ai trouvé une issue qui est l'effilochage. L'effilochage, ça fait partie de ma vie intégrante. J'ai besoin d'effilocher, c'est mon seul mode d'expression. Je ne commande pas mes émotions, donc je ne veux pas mon atelier pour dire à Zama, tu vas aller effilocher afin de préparer une exposition. Pas du tout. C'est les émotions qui me poussent à effilocher. Je ne connais pas le moment, l'heure ou l'endroit, en fait. Et donc après, j'ai toujours des sensations, après l'effilochage, de garder les tissus effilochés pour moi parce que ça représente la joie, la paix et le bonheur. Donc je le mets dans une enveloppe, dans une boîte jusqu'à la prochaine émotion. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai des tas et des tas et des tas d'enveloppes. Et quand, par exemple, on me propose une exposition, un haut lieu d'exposition, j'accepte avec joie parce que je me dis à Zama, tu as tellement des tas et des tas et des tas d'enveloppes à ouvrir et coller, montrer ça au grand public. Donc j'accepte parce que je n'ai aucune pression de dire que tu vas effilocher pour faire une exposition. C'est à l'encontre. Je suis incapable d'effilocher sur commande. On ne peut pas, voilà. C'est juste des choses, des sensations un peu primaires. Je ne sais pas comment je vais exprimer ça, mais voilà, je n'ai pas la même démarche que les peintres que j'ai beaucoup de respect, qui vont en atelier pour commencer à travailler sur une toile et revenir dessus. Moi, ma particularité, quand je suis envahie par les émotions, l'effilochage s'est fait à l'instantané. Je n'arrête pas d'effilocher du moment où il n'y a pas évacuation totale des émotions. Donc ça s'est fait, enfin la notion du temps n'existe pas. Est-ce que vous avez un tissu à effilocher sur vous? C'est possible. Oui, c'est possible.
c'est ma raison d'être. Voilà, c'est comme avoir envie de boire. On ne sait pas quand est-ce qu'on a envie de boire. Donc on essaye de trouver toujours un verre d'eau quelque part. Bien sûr que j'en ai toujours quelque part, mais je ne peux pas vous dire où exactement. Ça restera votre secret. Merci beaucoup, Azama. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Alors, je suis venu à Bordeaux dans le cadre du programme Afrique Bordeaux, organisé par la mairie de Bordeaux. Bah oui, la mairie de Bordeaux, bah oui, elle est juste derrière nous, la mairie de Bordeaux, hein, elle est là. Oui, elle est là. Alors, nous sommes ici à Bordeaux depuis une dizaine de jours pour une formation pour entrepreneurs, pour des échanges avec des entrepreneurs locaux, des incubateurs et aussi des acteurs du secteur privé et public. Bon alors, j'en profite, pendant que vous êtes avec moi, vous venez de quel pays? Vous êtes ici basé en France ou vous êtes basé en Afrique? Non, je suis basé en Afrique, au Bénin précisément. Je viens de Cotonou et j'ai une entreprise qui offre des services dans le lavage automobile à Cotonou. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir un lavage automobile à Cotonou seulement. Oui, pour le moment, juste à Cotonou. Mais d'ici 2-3 mois, on va faire un développement dans la sous-région, mais de ville en ville, parce que notre stratégie, ce n'est pas de se développer dans les pays, mais c'est une stratégie de développement de ville en ville. Ouais. Voilà, de ville en ville. Eh ben, on va justement profiter de cet instant-là. J'ai vraiment du mal. Dites-moi, répétez-moi votre prénom. Mon prénom, c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe. On va ensemble à la mairie? Oui, on va ensemble. On ne va pas se marier, hein, n'ayez pas peur. Hein. D'accord. Alors ça fait quoi en fait d'avoir son nom? Vous dites le premier afro-descendant, avoir son nom ici, dans cette enceinte au cœur de la mairie de Bordeaux, ça fait quoi? Ouais, je crois que c'est quand même c'est émouvant lorsqu'il m'est arrivé, après avoir pris la responsabilité du quartier Bordeaux-Maritime, d'être invité par Alain Juppé à m'asseoir voilà, sur cette place où est gravé ce nom avec toute sa connotation proprement africaine. Ouais, c'est vrai que c'est assez émouvant, mais c'est surtout une invitation à continuer à travailler à la fois pour Bordeaux et pour toutes les sensibilités du monde. Alors, nous sommes ici, c'est les sixième édition du JNDA. Qu'est-ce que ça change pour la ville de Bordeaux? Qu'est-ce que ça change pour la diaspora africaine d'avoir ce genre de rencontres de personnalités qui viennent du monde entier quasiment? Qu'est-ce que ça change pour la diaspora? D'abord, pour Bordeaux, c'est un moment de reconnaissance, à la fois des Bordelais bien sûr, mais aussi une reconnaissance par l'État, puisque nous avons eu un soutien officiel et affirmé du président de la République. Et pour la diaspora, c'est la conviction que d'année en année, nous sommes capables d'initiatives historiques, que nous pouvons consolider les démarches que nous engageons à partir de notre propre volonté. Et donc c'est aussi une invitation pour ceux qui participent à diffuser autour d'eux et à se donner rendez-vous chaque année pour approfondir les grandes questions qui se posent aujourd'hui à cette diaspora africaine. Alors, il n'y a pas simplement que la diaspora africaine. Vous avez invité quelques jeunes qui viennent directement du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, peut-être que j'en oublie quelques-uns. Ce sont des jeunes qui sont en partie revenus au pays. Qu'est-ce qu'on peut dire à toutes les personnes qui nous regardent à travers le monde, que ce soit ici, en France, en Europe, mais aussi sur le continent, de les appeler à revenir au pays pour créer leurs propres entreprises? Oui, je pense que l'Afrique, comme l'Europe, sont autant de champs de possibles. Donc un jeune d'origine africaine ou afrodescendant qui est bien formé doit se sentir responsable, hein, ce que Souleymane Bachir a appelé l'afro-responsabilité, de se dire qu'on est capable, avec ce qu'on représente, avec son potentiel, de créer de la valeur sur le continent africain. Et je pense que l'Afrique, pour l'instant, est la province de l'humanité où il y a davantage de choses à faire.
Je suis la présidente des femmes d'affaires et entrepreneurs de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Je suis la vice-présidente du patronat ivoirien et membre du conseil d'administration du conseil coton Anacarte, qui est l'autorité qui régule tout ce qui est activité au niveau de la noix de cajou en Côte d'Ivoire, dont je suis l'administrateur qui représente la filière noix de cajou. J'ai lancé un appel à la diaspora africaine. Le moment est favorable pour vous. Venez, c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant. Venez pour qu'ensemble, on puisse développer l'Afrique. Vous avez remarqué ici ce fameux miroir d'eau est vraiment l'endroit où tout le monde se retrouve à Bordeaux. J'espère que ce numéro spécial des rendez-vous de Paris particulier pour les JNDA vous a plu. Je vous dis à très bientôt. T'es d'accord avec moi? À bientôt? Ouais. Tiens, fais un coucou à la caméra, tu dis... À bientôt. À bientôt sur Vox Africa. À bientôt sur Africa. Merci jeune homme.